Patrick Brunner et Isabelle Hervieux. Vous êtes de la même, vous avez la même façon de travailler, je suppose. Et vous appartenez au réseau de l'astrologie humaniste. J'appartenais. Ah, vous apparteniez. C'est une... Voilà. Donc préciser sur ce point, effectivement. Alors, voilà, c'est-à-dire que j'ai, au bout de 7 ans d'études et 3 ans de pratique professionnelle, j'ai rencontré Alexander Ruperti. C'était donc en 81, le 17 janvier, à 10h. Oui, c'est très précis. Précis. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'astrologie d'une manière qui me paraissait cohérente. J'avais étudié certains ouvrages traditionnels, évidemment, comme tout débutant au départ, et puis j'étais un peu déçu du manichéisme qui en découlait, et d'un certain déterminisme, du moins dans l'approche philosophique de l'astrologie traditionnelle. Et donc, à partir de là, c'était un peu le coup de foudre, et à partir de là, j'ai lié mes efforts à ceux de Ruperti, d'un commun accord, nous avons travaillé ensemble. Ah d'accord. Et il y avait déjà un petit groupe qui se constituait autour de lui. Vous avez dû connaître Sarah Maya à un moment donné ou... Ça, c'était avant. Ah, oui, c'était avant, c'est 78, 79. Voilà, c'est ça. Ou c'était après Après, c'était dès qu'il y a eu, dès que c'est lié à Marie-Ève Cavignac. Oui, la pharmacienne. Oui. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, on a créé, en 84, avec le petit noyau qui s'était constitué autour de lui, on a créé le réseau d'astrologie humaniste, le RAH. Voilà. Donc on a créé ça à Paris. Donc, je fais partie des membres fondateurs. Oui, tout à fait. Oui. J'étais actif au sein du réseau jusqu'en 99, 2000 à peu près. Ruperti est décédé en 98, oui. Le 13 janvier, quelque chose comme ça. Presque le même moment. Ah oui, ça fait 17 ans. 17 ans pile. Ouais. Et presque un cycle des nœuds. Et à partir de là, bon, le réseau a continué évidemment à suivre son chemin. Mais bon, je ne me suis pas senti... Enfin, les choses évoluent, les pages tournent. C'est le chemin de la vie, on ne peut pas rester tout le temps dans les mêmes situations. Et puis à partir de là, j'ai préféré me retirer. D'accord. Parce que je ressentais un certain esprit de chapelle, et puis un discours qui était un petit peu répétitif. Chacun récite la Bible, il n'y a pas de parole vraiment créative, et donc à partir de là, je sentais que je n'avais plus ma place. Oui, il y a le même phénomène qui s'est produit avec les Jean-Pierre Nicolas. Exactement. Le COMAC, il y a des gens qui sont restés proches de la doctrine officielle, voilà, c'est ça. Et puis d'autres qui tout en restant liés quelque part intellectuellement, mais ont pris leur distance. Et... Oui, parce que dès qu'il y a une école qui se constitue, il y a une pensée unilatérale. Mais enfin, vous êtes toujours en contact avec certains astrologues humanistes ou... Plus du tout. Ah oui, d'accord. Non, je me suis vraiment retiré du milieu astrologique. Du milieu astrologique, mais pas d'astrologie. Ah, pas d'astrologie, non. Donc vous ne fréquentez plus les astrologues. Le moins possible. Le moins possible. Alors je vous remercie de faire exception, bien que notre station... À part ma femme. Elle c'est déjà beaucoup. Et vous-même, vous avez eu le même parcours Non, j'ai pas eu la chance de rencontrer... Ruperti. Non. Non, ça ne fait que... une dizaine d'années que je passe au Oui. Donc, c'est par le biais de différents stages que j'ai rencontré Patrick Brunner. J'ai parfait ma formation et que je me suis installée. Bon, donc on peut quand même vous considérer comme étant dans la ligne de Rudyard et de Ruperti. Alors, on va reprendre les choses à la base, si vous voulez, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité de l'astrologie humaniste, qui se dit humaniste? L'astrologie humaniste, le terme humaniste a été choisi par Dan Rudyard dans les années 60. Il y avait une psychologie humaniste à l'époque. Oui, c'est ça. Donc c'était l'école de Palo Alto, avec Sacciotti, Rogers, etc. Mais Rudyard avait besoin d'être dans la lignée, dans la mouvance du moment. Au départ, c'était plutôt une astrologie psychologique qui présentait une astrologie évolutive. Et c'est à partir de là, comme la psychologie humaniste abordait une démarche différente de la psychologie classique, il a choisi ce terme-là. Alors le terme est resté. Bon, humanisme vient du fait qu'on s'occupe plus de la personne que de sa méthode de travail. Voilà.
que la méthode de travail est à la disposition des besoins de la personne et de son évolution. Donc c'est en ce sens que c'est humaniste. Bon, maintenant, l'astrologie humaniste, telle qu'elle est pratiquée, enfin telle que je la pratique et je l'enseigne, c'est plus une démarche évolutive et psychologique, considérant le thème comme une fenêtre ouverte sur la structure de la psyché et sur le fait que cette psyché, structurée telle qu'elle est, elle va se décliner à travers des circonstances, des étapes, des phases, des événements qu'elle va rencontrer, que la personne va rencontrer. Donc, dans ce sens, moi, notre travail consiste à répondre aux besoins des personnes plutôt qu'à définir en dehors de ce qu'ils sont un profil tel que le fait l'astrologie traditionnelle. Donc c'est un accompagnement en termes d'évolution qui anticipe évidemment sur les phases qui viennent et avec toute la matière, tout le contenu qu'offre le savoir à la fois astrologique et psychologique. Vous avez l'impression que vous travaillez tout à fait différemment de l'astrologie traditionnelle? De l'astrologie traditionnelle, oui. Maintenant, il y a des astrologues traditionnels qui ont pris du recul par rapport à une certaine philosophie traditionnelle qui emboîte le pas, pour ainsi dire, dans la même démarche. D'accord. Oui, alors effectivement, il y a une notion qu'on aborde beaucoup dans les discussions que nous avons actuellement. Je ne sais pas si ça vous inspire, c'est... Bon, si on compare le rôle de le travail de l'astrologue à celui du médecin, il y a les notions de normes qui semblent... Bon, par rapport à quoi faut-il se référer? Bon, le médecin, par exemple, quand il soigne un malade, même le psychanalyste, d'une certaine manière, il se réfère à un certain état idéal du corps humain, du fonctionnement du corps humain. Quand vous avez un problème de santé, on essaie de vous remettre... En sachant que vous êtes un être humain normal, on va essayer de rétablir votre fonctionnement normal. En psychanalyse, on a établi, par exemple, un certain nombre de stades ou de problématiques qui sont propres à tout être humain et qu'il vivra plus ou moins bien. Bon, en astrologie, on ne sait pas très bien quel est le point de repère, le point de référence. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un fonctionnement optimale de l'être humain par-delà son thème natal? Est-ce que le thème natal, c'est la référence par excellence, ou est-ce que la référence, c'est l'humain, c'est l'être humain? Quelle est la dialectique entre l'être humain en général, tel qu'on peut le définir en anthropologie, en psychanalyse, en médecine, et ce que le thème natal nous dit? Dans cette optique-là, je considère les choses un peu du point de vue du langage. Bon. Une phrase bien faite raconte une histoire. Bon. Dans une phrase, il y a des mots. Et dans la pratique astrologique, le thème de naissance, le thème astral, fournit tout un ensemble d'indications. C'est un langage. Il donne une partie de la phrase. Et la personne va donner l'autre partie de la phrase. C'est-à-dire qu'au fond, on conjugue un registre symbolique avec un registre réel. Donc la personne, c'est le terrain de la réalité de l'expérience. Elle vit son processus, son scénario, et le thème en est l'illustration. Donc on a un miroir, pour moi, pour ma part, le thème est miroir d'une certaine façon, ou illustration de ce qui fait partie de cette personne sur un plan relativement inconscient, subconscient, ou à certains niveaux conscient. Donc le travail, à partir du thème, le thème a vocation à révéler les enjeux du moment, ou à révéler, à certains égards, les enjeux d'une vie, ce qui peut faire vocation, ce qui peut constituer aussi une évolution à réaliser. Donc à partir de là, le thème éclaire, renseigne, apporte des indications qui permettent de comprendre ce qui est en jeu à un moment donné, et éventuellement ce qui en découlera dans la réalité. Pour la personne. Oui. Bon, effectivement, donc le thème natal, c'est déjà une sorte de plan, de cheminement. Oui. La structure d'un chemin, oui. Alors, donc justement, ce chemin, alors la personne
quel est idéalement, alors idéalement, comment ça doit se passer? Comment doit-on vivre idéalement son thème? Et je suppose que donc il y a des façons malheureuses de vivre son thème. Absolument, oui. Ou traumatisantes de vivre son thème. Mais le thème ferait référence, ce serait la norme de la personne. C'est ce qui illustre, c'est au fond le miroir de ce qui fait partie d'elle et de ce qui constitue son chemin et son histoire. Pour ma part, le thème a été établi au moment de la naissance. Bon, ça, c'est pas une grande nouvelle, tous les astrologues le savent. On prend l'heure de naissance, le lieu de naissance, la date de naissance. Donc ça veut dire que c'est la naissance qui est déterminante de la configuration céleste. C'est pas le contraire. Donc déjà, ça pose la question, évidemment, qui est la cause de quoi? Est-ce que c'est la naissance qui est la cause du thème, ou est-ce que c'est le thème qui est la cause de la naissance? Oui. Là, on arrive sur la question d'influence, Oui. entre guillemets. Bon, du point de vue de l'expérience, c'est la naissance qui décide du thème. Donc, si on est un jour plus tard, un jour plus tôt, on aura un autre thème. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'événement qui est décideur. Oui, alors qu'effectivement, on peut penser en effet que l'enfant naît à un moment qui correspondrait à ce qu'il est. Voilà, à un moment où il se différencie de la matrice dans certaines conditions. Et ça va être le point de départ d'un processus de différenciation et d'individualisation. Oui, l'autre position, effectivement, c'est de penser que, au contraire, d'ailleurs, c'est un peu ce que laisse entendre Michel Gauquelin, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait déjà une hérédité biologique, génétique, et qu'on naîtrait au moment. On choisirait un moment qui correspondrait à ce que nous sommes. Oui, ce choix étant évidemment difficile à discerner. Donc, vous ne croyez pas, par exemple, comme disait Gauquelin, que les accouchements provoqués perturbent l'astrologie? Ça perturbe pas l'astrologie, ça peut perturber l'enfant. Oui. Parce que là, c'est provoqué par des motivations qui, à mon avis, ne sont pas très valables. Enfin, à partir du moment où on veut faire accoucher tout le monde le jour parce que c'est plus confortable pour pouvoir être tranquille chez soi le soir et la nuit, ça veut dire que c'est une question de confort personnel qui décide évidemment d'une destinée. Donc, à mon avis, le motif n'est pas valable. Et puis, en plus de ça, du point de vue astrologique, ça nous donne des gens avec tout au-dessus de l'horizon, donc qui n'est pas forcément une situation pour pouvoir avoir ce standard, quoi. Et c'est vrai que ça va dans le sens, au fond, d'une éradication de la fonction du père, parce qu'on ne trouve plus rien au fond du ciel. Et à partir de là, on crée involontairement, au fond, une société où tout est orienté du côté extraverti, quoi. Enfin bon, mis à part ça, c'est pas très important. Au fond, le thème, c'est le résultat d'une histoire, c'est l'aboutissement d'une évolution. Un thème de naissance, un thème astral, on va dire, il a 4 milliards d'années d'âge. Donc il concentre, il résume une histoire. Et comme on a de la mémoire, on a vu que le soleil s'est levé hier, il s'est couché, il s'est levé aujourd'hui, il se couche. Alors on suppose qu'il va recommencer demain. La mémoire invente un demain. Autrement dit, le futur est une invention de la mémoire. Donc la notion, entre guillemets, divinatoire ou prévisionnelle de l'astrologie, pour moi, est secondaire. Ce que le thème présente, c'est l'aboutissement d'une histoire, une mémoire, à partir de laquelle l'être se construit, et qui se décline dans le thème dans un langage symbolique, évidemment, c'est le langage de l'inconscient. Le langage de l'inconscient n'est pas un langage mental, verbal, structuré comme les mots que nous employons pour communiquer, mais c'est un langage symbolique, donc il est inépuisable, il est difficile à traduire, on n'a jamais terminé, il a toujours quelque chose à nous enseigner d'une certaine manière, et il raconte quelque chose qui fait partie de l'histoire de la personne, l'histoire à partir de laquelle se construit cette personne, et dans laquelle elle aura à intervenir en termes d'évolution au cours de sa vie, pour apporter sa contribution, puisque chaque vie s'inscrit dans la continuité d'une histoire, c'est un maillon d'une chaîne. Une vie ne s'appartient pas à elle-même de manière égotique, elle continue quelque chose. Donc, au fond, nous vivons sur un vaisseau spatial, la Terre, qui tourne autour du Soleil avec toute l'humanité. Nous vivons au rythme du cosmos. Nous ne sommes pas des objets séparés, nous sommes constitués d'atomes de carbone, d'hydrogène, etc., comme les étoiles. Donc, nous entretenons des liens intimes avec toute cette alchimie stellaire dont nous faisons partie. Et le génie de l'homme dans l'Antiquité, c'est d'avoir eu cette intuition extraordinaire qui fait que
l'homme a abouti à cette perception qu'il y avait une unité extraordinaire entre le grand cosmos dont nous faisons partie, le petit cosmos que nous sommes, d'où cette idée de la tradition macrocosme, microcosme, qui est à mon avis d'une grande pertinence. Et que l'astrophysique découvre d'une autre manière aujourd'hui. Parce que vous pensez qu'effectivement, nous recevons des énergies, des vibrations du cosmos. Oui, nous sommes même des énergies, nous-mêmes des énergies et des vibrations du cosmos dans un rapport d'interdépendance, au fond, dans une réalité où tout est intégré, d'une certaine façon. Nous vivons avec. Donc nous recevons des énergies comme nous en émettons, et pour moi le thème ne montre pas ce qui est dans le ciel, mais ce qui est dans l'homme. Oui, mais alors à ce moment-là, on peut dire que si on vous écoute, de toute éternité, l'homme serait lié au cosmos. Ouais. Et même avant même l'apparition de l'homme, en fait. Ouais. Ce serait une espèce de bain cosmique dans lequel tout existant serait imprégné. Avec une expression univers. Il n'y a pas de moment, vous n'avez pas l'idée qu'à un moment donné, l'homme aurait... évidemment, vous admettez l'idée qu'à un moment donné, l'astrologie serait apparue. Oui, Ce serait conscience. Ce serait construit, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme a observé la route céleste, comme disait Karl Jasper, la philosophie est née le jour où l'homme a levé la tête et a regardé le ciel. Et s'est posé des questions, qui suis-je, que fais-je, d'où viens-je, etc., etc. Et l'astrologie, évidemment, naturellement s'insère dans ce questionnement. Donc la perception des cycles, la répétition des cycles, la cohérence, la notion d'ordre. On l'aurait découvert comment, là, à votre avis? Par l'interrogation, et puis par la mise en corrélation, évidemment, de phénomènes, d'événements célestes, c'est-à-dire des conjonctions, Petit à petit, on aurait découvert les lois de l'astrologie, c'est ça? On aurait construit un modèle. C'est un modèle. Il a sa part de vérité, mais il n'est pas d'une grande exactitude non plus. Et je fais une différence entre ce qui est vrai et exact. Parce que nos éphémérides nous donnent la position des astres. Hein. Bon. C'est vrai que quand on nous dit, on mesure, on prend un thème, on fait ses calculs, et on voit que Jupiter va passer au méridien à telle heure. Bon. Si tout le monde se rassemble, on va faire l'observation, le ciel est clair. Voilà, c'est au moment d'une opposition de Jupiter au Soleil, donc on va pouvoir le voir à minuit. Et évidemment, tout le monde verra Jupiter au méridien. On prend la boussole, on fait son calcul, ce sera effectivement une vérité. Tout le monde à ce moment-là verra Jupiter au méridien. Mais exactement, il n'y est pas, puisque sa lumière met 40 minutes à nous parvenir, donc il y a déjà 40 minutes de rotation terrestre, donc Jupiter n'est plus au méridien. Mais donc il y a une différence entre ce qui est vrai et ce que nous pouvons observer ensemble, et puis ce qui est exact, qui est de notre nature. Jusqu'à midi et demi. Midi et demi, bon, comme vous voulez. Non, c'est pour qu'on sache combien de temps oui. il faut. Il est quelle heure? Il est moins, donc encore 3/4 d'heure, c'est ça? Voilà. Très bien. Ça correspond à peu près. Donc après, c'est un numérique, ça? Non, on le recapture, oui, oui. c'est capturé sur. Donc, justement, on va peut-être parler de cette question de ce lieu que nous sommes là. Donc, c'est là que vous recevez vos clients. Oui. Comment est-ce qu'il a été conçu en fin de compte? Est-ce qu'il a été étudié pour il y a une espèce de grand bureau là, je sais pas. Il y a toute une signification. Je ne sais pas comment vous avez envie. C'est valable pour vous tous les deux. Comment vous avez aménagé cet espace? Ma compagne a son bureau. Ah, ce n'est pas le même bureau. Ah, il faudrait peut-être aller le voir alors, peut-être. Ah oui, d'accord. Chacun a son lieu. Voilà, tout à fait. Ah oui, d'accord. Nous sommes collaborateurs et concurrents. Et donc, ce lieu, comment ça veut dire avant que j'arrive ici, il y avait quelqu'un qui pratiquait le tarot, qui avait d'accord. Oui. Et puis il déménageait, il partait, il cherchait quelqu'un qui puisse prendre la suite. Et puis un ami qui était au courant de cette situation m'a demandé si ça m'intéressait effectivement de prendre des locaux. Alors je suis venu visiter à l'époque. Et puis effectivement, j'ai une activité en triptyque, donc. Il y a à la fois la consultation traditionnelle, en ce sens,
il y a l'enseignement, et puis le volet suivi, accompagnement, donc une forme d'astrothérapie, une psychothérapie avec la pratique astrologique. Donc, j'ai fait, évidemment, quand j'ai pris ces locaux, ils étaient dans un... Je ne sais pas trop, quoi, au niveau de l'agencement, donc j'y ai apporté... comme quand on arrive chez soi, on fait la tapisserie, on apporte ses meubles, on apporte ses armoires, son bureau. Donc j'ai fait ça tout simplement, en essayant de disposer les choses d'une manière qui était, comment dirais-je, pratique. Oui. Donc il n'y a rien de spécialement, enfin la personne s'assoit devant vous, enfin je veux dire, c'est pas... Voilà, donc la personne s'assoit et puis la consultation se déroule, elle s'assied, prend place. Elle me suggère, enfin elle m'indique les raisons, les motifs de sa démarche et qu'à partir de là nous travaillons sur les enjeux de sa situation, de sa vie, de son questionnement. Alors avant d'aborder un autre aspect des choses, est-ce que vous avez des choses à préciser? Donc votre espace, il est un peu différent Il est différent dans le sens où, effectivement, c'est pas le même, enfin, c'est pas qui l'ai aménagé. Vous l'avez conçu dans un certain esprit Dans un esprit surtout de bien-être, c'est-à-dire déjà que je me sens bien. Vous n'aimeriez pas recevoir dans cet espace-là? C'est pas que je n'aimerais pas sur le fond, parce que je veux dire, l'espace n'est pas désagréable en lui-même, c'est que c'est pas moi qui l'ai. Il n'est pas investi de ma personne. Est-ce qu'on peut le voir, votre espace? Si vous souhaitez. Pour voir un peu, justement, pour savoir de quoi on parle, parce que justement, c'est une série sur les espaces, donc. Isabelle, donc c'est un espace qui est juste en face, et effectivement, bon, on a à peu près, on a des bureaux comme assez forts aussi. Hein. Ce mandala, comment vous le... Alors ça correspond à deux tempéraments différents, à votre avis, ou de façon différente de... On est forcément deux personnes différentes, donc on a deux sensibilités différentes. C'est aussi l'intérêt justement de travailler... Et qu'est-ce qui fait que justement vous répartissez les tâches? Ça dépend des clients? C'est les clients qui, je dirais, consultent soit Patrick, soit moi, déjà en fonction du fait peut-être qu'ils souhaitent travailler avec un homme. Ah bah oui, déjà, oui. Et puis après, c'est aussi bouche à oreille. Donc c'est vrai quelqu'un qui est allé voir Patrick, qui va conseiller plutôt ses amis. Bien sûr, parce qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. C'est la même base au niveau de la façon de travailler, on utilise la même technique, la même façon de l'utiliser, mais après en tant qu'individu on est différent, donc on apporte ce qu'on est dans la consultation, et forcément oui. c'est pas la réplique identique, c'est évident. Bon, on va sur lequel on est actuellement assez... Je ne sais pas si vous avez vous-même enseigné l'astrologie. Oui. Vous avez enseigné l'astrologie. Vous savez qu'actuellement on parle beaucoup de l'enseignement de l'astrologie, dans le milieu astrologique on s'interroge sur la façon dont on doit enseigner l'astrologie, on doit présenter l'astrologie à des gens qui veulent l'apprendre, et pas seulement aux clients qui lui n'aura forcément qu'une idée assez vague de l'astrologie. Oui. Il s'adresse plus à l'astrologue qu'à l'astrologie. Oui, voilà. Donc pour l'image de l'astrologie, bon alors est-ce que vous avez accepté est-ce que vous acceptez globalement la tradition astrologique, les aspects, les domiciles, les maisons, tout ça, ce sont des outils que vous reprenez? Oui, tout à fait. Oui, c'est l'infrastructure. Mais enfin, si on peut faire un petit exercice, comment présentez-vous l'astrologie à des futurs astrologues? Est-ce que vous en diriez en tant que savoir, comment ça s'organise, quels sont les fondements de la pensée astrologique? Déjà, la conversation que nous avons eue tout à l'heure illustre un petit peu voilà, ce que je présente, les éléments, comment je conçois le rapport au fond de l'être humain à son contexte universel. C'est déjà ce que nous présentons d'un point de vue philosophique.
présente aussi la façon dont c'était construit à différentes périodes de l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu qu'une façon de voir les choses. Voilà. Il y a eu l'ère animiste, il y a eu l'ère mécaniste, et maintenant on évolue plutôt vers une vision holistique, intégratrice. Voilà. Sur le holisme, évidemment, aujourd'hui, il est dominant. Enfin, c'est une nouvelle prise de conscience qui conduit à cette représentation. Donc il y a déjà cette présentation du point de vue de l'approche philosophique, de la conception, de qu'est-ce que signifie l'astrologie, pourquoi notre vie pourrait être en rapport avec le mouvement des astres, pourquoi ces mouvements des astres pourraient avoir une réalité dans les séquences, les cadences, les évolutions de notre histoire, pourquoi on fait un thème au moment de la naissance et pourquoi on ne le fait pas au moment de la conception. Toutes ces questions-là sont posées. C'est des questions pensées préalables. L'aspect aussi psychologique, parce qu'au fond, si un thème porte en lui un savoir, parce que c'est comme le disait Jacques Lacan d'une certaine façon, il disait que l'inconscient est un savoir structuré comme un langage. Et au fond, le thème de naissance est un savoir structuré comme un langage aussi. Donc il traite de quelque chose qui n'est pas accessible à la conscience de manière directe, puisqu'il traite au fond de l'histoire d'une vie. Donc c'est quelque chose qui est déjà établi au moment d'une naissance et qui va se dérouler petit à petit. Donc il y a toutes ces questions, alors qui amènent évidemment à une interrogation sur le plan psychanalytique, sur le plan sur la question de l'invisible, ce dont nous avons conscience, etc. Donc tout ça est abordé avant même d'envisager la cuisine astrologique, la technique. D'accord. Mais alors donc, je voudrais quand même savoir comment vous considérez que l'astrologie, est-ce que vous accordez l'importance aux saisons, par exemple, comme référentiel astrologie? Absolument. Absolument, c'est la base. Alors, vous savez qu'actuellement, on se pose un certain nombre de questions, enfin, en tout cas dans les colloques dont je m'occupe et les groupes dont je m'occupe, on se pose un certain nombre de questions sur il y a sur, par exemple, la théorie des domiciles des planètes. Les domiciles des planètes, bon, alors il y a évidemment la question des unités transsaturniennes. On peut peut-être faire un petit point là-dessus, parce que finalement, je crois que c'est très important dans l'héritage Rudyard, oui, tout à fait, transpersonnel, qui à la fois ne sont pas vraiment typiques de la personne, mais qui, puisque c'est un truc de génération, mais en même temps... Alors, est-ce que vous croyez réellement, Monsieur Brunner, que ces planètes sont arrivées, sont apparues, tout à l'heure on parlait sont apparues à des moments privilégiés de l'histoire de l'humanité, enfin, quel est votre discours là-dessus, sur la prise en compte, la prise de conscience par les astronomes d'abord, et puis par les astrologues ensuite, de ces corps qu'on ne soupçonnait pas? Oui. Je n'ai pas de réponse définitive sur la question. Il y a des hypothèses, il y a des suggestions, il y a des explications, mais je n'aurai pas de réponse définitive dans la mesure où on n'est pas dans un domaine scientifique. Oui, non, mais justement, alors, quel est le discours le moins improbable et le moins délirant? Ces planètes sont apparues parce qu'on les a découvertes, donc c'est l'homme qui les a au fond découvertes. Voilà, elles étaient là, elles étaient dans l'inconscient collectif, oui, mais elles n'étaient pas encore apparues à la conscience, puisque l'homme n'avait pas les moyens de faire cette découverte. Alors ce qui est curieux, ce qu'on peut observer, c'est que dès la découverte d'Uranus en 1780, il y a eu une accélération technologique absolument extraordinaire. Donc pour vous, il y a une concomitance? Oui. Voilà, une concomitance observable dont on doit tenir compte, à mon avis. Mais en même temps, des changements importants dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu d'autres. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de les... Il y en a eu d'autres, mais dans un cadre relativement fixe et stable. C'est-à-dire qu'en l'an 800, on était à cheval et on s'éclairait avec des torches. En 1350, on était à cheval et on s'éclairait avec des bougies. On faisait du feu, voilà, pour chauffer, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, dans le style de vie, de changement absolument extraordinaire entre l'an 800 et en 1650, enfin 1636, naissance de 38, 14. Il n'y a pas eu une évolution technologique absolument extraordinaire. Donc le technologique est un élément essentiel. Parce que c'est pas évident de relier technologique, l'histoire de l'humanité, enfin
l'histoire de l'humain Oui, bien et sûr. du psychisme avec le technologique. Bah, ça a accéléré parallèlement l'évolution de la conscience. Ça a eu un impact sur les mœurs, sur les évolutions de société, sur les conceptions des uns et des autres. Par exemple, le fait que, pour faire un parallèle, une parenthèse, le fait que la vie était conditionnée par la dureté du climat, la dureté des conditions, impliquait des tâches, impliquait des rôles, impliquait des représentations bien définies, alors qu'aujourd'hui, le confort dans lequel nous vivons, la facilité qui nous échoit, eh bien, amène à une frange de liberté qui nous amène aussi à nous repositionner d'un point de vue identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des impacts psychologiques évidents du fait de ces changements-là. Alors, ça nous pose des questions sur notre réalité, les uns les autres, et sur... même si ces questions ne se posent pas de manière très flagrante, très consciente, elles sont là. Et les modifications qui en découlent sont là aussi. Alors, est-ce que le savoir astrologique, à votre avis, tu nous disais tout à l'heure que nos ancêtres l'avaient constitué en quelque sorte, oui. Est-ce qu'il nous a été transmis dans des bonnes conditions? Est-ce qu'il n'a pas été éventuellement perturbé? Ou est-ce qu'il n'a pas perdu en route certains points ou certaines cohérences? Je crois que l'approche de Roudiard, pour ne citer que lui, parce qu'il n'est pas tout seul à avoir développé l'approche qui était la sienne, je crois qu'elle est plus proche de la tradition avec un grand T que l'astrologie traditionnelle qui nous a été transmise à travers les auteurs de la fin du 19e et du début du 20e. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a des incohérences? Par exemple, il n'y a pas des choses que vous avez voulu modifier dans cette tradition astrologique, des rapports planète-signe, planète-saison. Il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses qui vous chiffonnent ou sur lesquelles vous préférez ne pas trop? Du point de vue technique, pas tant que ça. C'est surtout du point de vue de l'interprétation. Oui, c'est ça. Vous ne remettez pas en question l'édifice, mais simplement la reformulation éventuellement. Mais par exemple, pour vous, prenons le cas de Mars. Effectivement, on parle pas mal de ça. Mars, pour moi, le rapport entre Mars et le Bélier ou Mars et le Printemps, ça ne fait pas problème, par exemple. Non. Et vous, est-ce que vous avez la même, Isabelle Hervieux? Est-ce que pour vous, quelle est l'attitude que vous avez? Parce que moi, ça m'intéresse aussi, ce rapport entre l'homme et les femmes à ce niveau-là. Il y aura pas de compte. Est-ce que vous êtes un peu comme M. Brunner, c'est-à-dire vous prenez la tradition comme quelque chose qui est à peu près acquis au niveau du signifiant, c'est-à-dire au niveau des concepts, quitte à les reformuler, mais sans les remettre en question? Tout à fait. C'est une base sur laquelle je n'ai pas de remise en question particulière, c'est plus après au niveau de l'interprétation et des mots qu'on place sur ce qu'on observe du thème. Et au final, c'est quand même toujours dans la relation à la personne que ça se traduit, et ça dépend surtout de la demande de la personne. Donc un thème indique effectivement beaucoup de choses, on peut y travailler à l'infini sur un thème de naissance. Mais lors d'une consultation, c'est pas tant le savoir astrologique qui est important, mais la façon dont on s'en sert pour aider la personne qui est en face de soi. Mais enfin, vous savez qu'il y a quand même des questions, par exemple, sur le mode de domification, qui peut modifier la maison, sur aussi le fameux débat sur le sidéralisme et le tropicalisme. Il y a des questions qui font que parfois on se dit, même au niveau des bases, même au niveau du langage, il y a peut-être des choses à corriger ou à revoir. Oui, il y a des débats. Ça vous paraît des débats un peu vains, monsieur Brunner? Non, pas vraiment, non. Bon, des fois, c'est des débats pour embêter les mouches, pour dire les choses gentiment. Oui. Mais, par exemple, sur la question des domiciles, vous en parliez. Ben oui. Vous en parliez plus précisément en ce qui concerne les transsaturniennes. Oui, mais en même temps aussi les bases même de la... Pour prendre la question des transsaturniennes. Oui, c'est vrai qu'il y a cette question. On a accordé le scorpion, Pluton en domicile dans le scorpion. Oui, on a indiqué que Neptune était dans les poissons et puis Uranus dans le Verseau. Bon. Pourquoi pas si... Alors à partir du moment... Mais sur quoi sont basés les domiciles? C'est-à-dire qu'il y a des notions d'exaltation, de chute, d'exil, de domicile, etc. Le Bélier est un moment, par exemple, d'éclosion. Il
d'éclosion, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la feuille va sortir, quelque chose va sortir. C'est un moment de renaissance, c'est un moment de commencement, c'est un moment d'entreprise, c'est un moment d'élan, c'est un moment où la pulsion de vie est très puissante, et Mars, parallèlement, en tant que fonction psychologique, si on l'applique, Mars, astrologiquement à l'être humain, représente cette capacité d'élan, de commencement, d'entreprise, d'initiative. C'est quelque chose qui se réfère effectivement à l'expression des pulsions. Donc pour moi, il n'y a pas et d'éclosion aussi, de mise en acte, de manifestation. Donc il n'y a pas de contre-indication, à mon sens, entre Mars et le Bélier. Après, sur quoi, évidemment, à partir de quoi commencent les domiciles? Et pour ma part, on a le zodiaque qui commence au Bélier. C'est un signe de feu. On a 3 signes de feu, le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Et au fond, cette notion des éléments remonte à l'Égypte. Et à l'époque des 3 saisons. Au fond, il y avait 3 saisons, c'était pas basé sur les équinoxes, sur les solstices. Au fond, le cycle était basé sur la saison, sécheresse, pluie, récolte, etc. Et c'est une symbolique qui au fond, à travers ces 4 éléments, a une valeur. Et c'est vrai que si on prend le zodiaque, par exemple, comme au fond, l'histoire d'une vie, ou les 12 étapes fondamentales d'une vie, et on considère cette vie, par exemple, sur un processus d'environ 84 ans. On accorde, au fond, à chaque signe une période de 7 ans. Ce qui donne, à peu de choses près, chaque signe correspond à un quart du cycle de Saturne. Donc, dans ce sens, on aura évidemment une naissance au Bélier, une nouvelle naissance au Lion à 28 ans, et une nouvelle naissance à 56 ans au Sagittaire. Ce qui nous amène, au fond, au cycle de Saturne, puisqu'on a 29 ans et demi, 29 ans et demi qui est le retour de Saturne, le premier retour de Saturne, et 59 ans. Je crois que c'est très important pour Rudyard, ce retour de Saturne. Enfin, oui, parce que c'est structurel, c'est le premier tour de piste, c'est le premier grand tour de piste qu'on fait dans sa vie. Oui. Donc on est censé, si Saturne représente un processus de structuration et de construction du moi et de la personnalité, arrivé à 29 ans et demi, on a fait son premier tour de piste, et voilà, maintenant il y a la possibilité d'être incarné, quoi. Je dis bien, c'est une potentialité, une possibilité. Donc à partir de là, le lion va représenter, au fond, l'avènement de l'homme construit, de l'homme créateur. Donc le soleil, voilà, qui est l'intention à un certain niveau, l'intention créatrice, au fond l'intention spirituelle d'une existence. Ce soleil qui est la paternité du système solaire, d'une certaine façon, qui est la source de vie, le dispensateur d'énergie. Donc là, il prend toute sa force. Et si on regarde ensuite la planète qui suit, on aura Mercure. Et le signe qui suit, on aura la Vierge. Oui. La planète qui suit, on aura Vénus. Et après la Balance. Oui. La planète qui suit, on aura Mars, après le Scorpion, puis Jupiter le Sagittaire, puis Saturne le Capricorne. Donc dans une conception cyclique, dans 2 hémicycles, ce qui commence au Lion arrive au fond à sa culmination dans le Capricorne et aborde son 2e hémicycle dans le Verseau. Et là on retrouve Saturne, c'est comme les barreaux de l'échelle finalement. On est monté par Mercure, par Vénus, et puis Mars, et puis Jupiter, puis Saturne, et on redescend Saturne, Jupiter, etc. Et c'est un modèle qui a une logique, une cohérence, qui n'a aucune réalité scientifique, aucune valeur dans ce sens, mais qui est cohérent en soi. Et à partir du moment où un langage est cohérent, il produit son efficacité. D'accord. Et alors à partir de là, eh bien, dans le 2e hémicycle, qui est toujours lié comme la 2e partie de la vie, ça illustre au fond le 2e versant de l'existence, où il y a une métanoïa, un retournement, un changement de conscience, et un deuil aussi du premier versant pour se préparer à des choses plus essentielles, plus fondamentales, voire une certaine transformation. Donc là, on peut avoir effectivement Uranus dans le Verseau, Neptune dans les Poissons, et Pluton dans le Bélier, qui nous amène ici non pas à la mort, où il est exalté dans le Scorpion, parce qu'on peut le concevoir, moi ça ne me gêne pas du tout qu'on dise Pluton soit exalté dans le Scorpion, parce que commence un processus de décomposition, mais il y a une résurrection au Bélier. Et là, Pluton dans le Bélier, dans ce qu'il symbolise de potentialité de résurrection, de renouveau. Donc vous êtes à la poutre de rapprochement de Pluton avec le Bélier, en fait. Hein. Oui. En tant que missile. Oui, c'est ça. Alors, d'accord. Mais justement, à ce propos, enfin, peut-être une petite...
cette question des doubles domiciles qui s'articule autour de l'axe Cancer-Lion, si vous voulez, quelque part, hein, puisque oui. L'axe Cancer-Lion, ça ne correspond pas à l'axe solsticial, je suis d'accord. L'axe solsticial, il passe entre le Gémeaux et le Cancer. L'axe Cancer-Lion, déjà, ils sont contigus. Donc, oui, mais ils sont dans le même. C'est la Lune pour le Cancer, le Soleil pour le Lion. Tout à fait. Mais ils sont tous les deux dans le quartier de l'été. Oui, tout à fait. Et donc l'autre jour encore, pourquoi on a l'impression que ce qui est un peu gênant aujourd'hui, qui sont un peu gênant, c'est le cas de Soleil-Lune et le cas de Mars-Vénus. Parce que ce sont dans les deux cas, on a deux facteurs qui sont sensiblement différents et qui se retrouvent non seulement dans la consécutivité, mais ils se trouvent même dans la même saison. Puisque Soleil et Lune, cette dualité Soleil-Lune, elle va se vivre au sein même, au début de l'été, et la dualité Mars-Vénus, elle va se vivre au début du printemps, et d'ailleurs aussi au début de l'automne en plus. C'est compliqué les choses. Donc on a l'impression qu'il y a des dialectiques qui ne sont pas complètement répercutées, si vous voulez, au niveau saisonnier. Ça sert un petit peu aussi à faire dialoguer les astrologues entre eux sur un certain nombre de questions. Oui, donc finalement, vous apercevrez que ces questions ont été posées à d'autres astrologues et que chacun, comme ça, par correspondance, on va dire, indirectement répond à ces questions. Ça vous préoccupe pas spécialement. Mais il y a bon, alors donc, qu'est-ce que vous nous dites de ça? Déjà, on a ce qui est intéressant quand vous parlez du Soleil et la Lune, Mars et Vénus. Du point de vue symbolique, donc en termes de signification, par rapport à ce que ça représente dans l'homme, on a deux fonctions, du masculin et du féminin à chaque fois. On a une paire. Voilà. Soleil, c'est vrai que le Soleil c'est un peu délicat, parce qu'au fond, chaque planète nous renvoie à la lumière du Soleil. Donc chaque planète est un relais de transformation, de différenciation de cette énergie une indifférenciée au départ. Donc, et si on prend le Soleil et la Lune, on ne peut pas ignorer que là, on a effectivement l'astre de la nuit, l'astre du jour. Oui, mais on pourrait imaginer qu'elles se répartissent, que ces deux forces se répartissent dans des saisons différentes, voyez-vous. Pourquoi pas? D'ailleurs, on a une exaltation de la Lune dans le Taureau, peut-être que ça a un sens dans ce... On a une exaltation aussi du Soleil dans le Bélier. Mais là aussi, on a le même problème. C'est-à-dire qu'effectivement, Soleil et Lune, en exaltation, se retrouvent tous les deux dans la même saison, qui cette fois-ci est le printemps. Alors qu'on pourrait s'imaginer qu'elles se trouveraient des deux côtés d'un axe. Oui, pourquoi pas. Bon, je ne me suis pas vraiment posé la question, ça ne m'a pas vraiment... dans le signe du Cancer, qui est le premier signe d'été, donc le solstice, on arrive le 21 juin, il y a cette station du Soleil, mais en même temps, on arrive au maximum, évidemment, de la force du Yang, hein, et comme le disent les Chinois, la nuit commence à midi, l'hiver commence au 21 juin. C'est-à-dire que dès le moment où quelque chose est arrivé à sa culmination, le Yang s'effondre et devient Yin. Ça, je trouve que c'était assez pertinent comme notion. C'est-à-dire que dès que quelque chose est arrivé à son point culminant, maintenant, ça y est, c'est le déclin qui s'amorce. Comme dans le Yiking, avec l'hexagramme numéro 63, qui s'appelle « Après l'accomplissement ». Donc, tout ce qui a atteint son sommet est destiné immanquablement à décliner. Donc, du coup, cette notion, évidemment, de yin qui remonte, de signes d'eau, d'éléments lunaires, d'approche des émotions, d'approche de l'inconscient, etc., ou du subconscient, et dans le Soleil, dans le Lion, qui est le cœur de l'été, où là, semble se manifester, après cette amorce du déclin, on n'est pas encore arrivé au déclin, mais se répand, se diffuse toute la force vitale et toute la chaleur. Oui. Tout à l'heure, par exemple, vous parliez des domiciles de Saturne qui sont à l'opposé, effectivement, avec le Soleil et la luminaire, et qui sont liés à des saisons opposées. D'ailleurs, la notion même d'exil veut bien dire ça. C'est-à-dire que le Soleil est fort dans les saisons qui sont considérées comme le printemps et l'été, et faible dans les saisons qui sont considérées comme moins fortement marquées par le Soleil, qui sont plutoniennes, si on pourrait dire, si on voit au mythe de Proserpine et de Pluton. Personne que... Ah oui, d'accord. J'ai gardé des biens.
cette dialectique des saisons est quand même, semble-t-il, importante. C'est-à-dire que le printemps n'est pas l'automne, l'hiver n'est pas l'été, le printemps et l'hiver, le printemps et l'été vont dans un certain sens, l'automne et l'hiver vont dans un autre sens. Et on s'attendrait à ce que les polarités planétaires respectent cette dualité saisonnière, si vous voulez. Et ce qu'on observe depuis, ce qui a été mis en avant sur le tapis depuis quelque temps, c'est ce décalage, si vous voulez, n'est-ce pas? Oui. Ce décalage qui n'est d'ailleurs pas considérable. Parce que, par exemple, Mars en bélier, bon, ben, s'il était en poisson, il serait en hiver. Donc en hiver, il serait en poisson. Bon, à un signe près, il est au printemps. Et à ce moment-là, si par exemple Mars était en poisson et Vénus, si Mars était du côté de l'hiver et Vénus du côté du printemps, on aurait une dialectique Mars-Vénus qui serait sous-tendue par une dialectique saisonnière. De même que Vénus, s'il était non pas en balance mais en vierge, c'est-à-dire décalé dans l'autre sens, on aurait une dialectique avec Mars du côté de l'automne et Vénus du côté de l'été. Et donc et pour la Soleil et la Lune, au niveau solsticiel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait la Lune du côté disons, Gémeaux, enfin l'axe qui irait jusqu'au Gémeaux, et qui ferait un demi-zodiaque qui aboutirait au Gémeaux, et un autre demi-zodiaque qui commencerait au Cancer. Et il semble que tout ça, toute cette structure, si vous voulez, saisonnière, planétaro-saisonnière, elle ait été décalée. Hein. Bon, alors vous, ça ne vous préoccupe pas spécialement, Madame Hervieux? C'est pas en tout cas, nous, ça nous préoccupe parce qu'effectivement, il est évident que, par exemple, ce qui pose le problème de ce qu'on appelle, ce que nous appelons actuellement la transgression, c'est-à-dire qu'effectivement, je suppose que, est-ce que cette notion, la transgression, ce qu'on entend dans nos groupes par transgression, c'est-à-dire l'idée que le fait, par exemple, précisément, d'être dans une tonalité printanière, par nature, et d'être obligé de vivre dans le mode hivernal, par exemple, ou inversement. Des situations contre nature, c'est-à-dire que la personne vivrait en nature opposée à sa nature initiale, ou essaierait, le cas même essaierait par exemple, de passer d'un sexe à l'autre, ou d'un statut à l'autre. Ce changement de... Alors justement, ça va peut-être nous permettre de parler, puisque vous êtes un couple d'astrologues, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la dialectique du masculin et du féminin? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on interprète un thème de la même façon quand c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'on regarde les mêmes planètes? Parce que là aussi, une autre question qui se pose, est-ce qu'il y a des planètes qui sont plus spécifiquement féminines, d'autres qui sont plus spécifiquement masculines? Et par conséquent, voir si la personne, justement, qui est femme, est-ce qu'on va regarder d'abord si ces planètes féminines sont dans des signes qui correspondent ou pas? Enfin, je sais pas, est-ce que cette problématique féminin-masculin par rapport au thème, aux valeurs masculines-féminines du thème, est-ce que vous travaillez dessus? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui fait toute la différence. Bon, si un thème est le thème d'un monsieur ou le thème d'une dame, il ne peut pas être interprété de la même manière. Voilà. Parce qu'une dame ne se construit pas de la même façon qu'un monsieur. C'est-à-dire qu'une dame ne va pas se construire en regardant son père et en se disant quand je serai grand, je me laisserai aussi pousser la barbe. Voilà. Et puis un garçon, il ne va pas se construire en regardant les boucles d'oreilles de sa mère et ses chaussures en talons. Voilà. Il va se construire sur le plan identitaire, j'entends. Hein, mais est-ce qu'il y a des planètes qui sont plus... Alors justement, j'y viens. Oui, excusez-moi. Donc, dans ma pratique, dans notre pratique, ce que nous avons de toute façon constaté, c'est que des fonctions comme le Soleil, bien sûr, c'est du côté du masculin. Mars, c'est du côté du masculin. Mars, déjà, du point de vue mythologique, et ça on ne peut pas l'ignorer, c'est un guerrier. Hein. Saturne, c'est quelque chose qui structure, qui met du cadre, qui différencie, qui sort de la confusion, qui met debout, qui responsabilise, qui encourage à l'effort, à la permanence, à la persévérance. Donc on est dans quelque chose du masculin, voilà. Du moins pour ce qui concerne Soleil, Mars, Saturne. Alors évidemment, on va... Excusez-moi de vous interrompre. C'est un peu paradoxal ce que vous dites, puisque effectivement, entre Soleil et Saturne, il y a des valeurs complètement différentes. Oui, mais c'est pas le même niveau de masculin. Oui, c'est ça. Voilà, non, mais on a quand même le fait de mettre le Soleil comme une planète masculine, ce qui effectivement apparaît... Dans la polarité solide-lunaire. Oui, mais voilà, dans la polarité des domiciles, il y a quand même une opposition. On pourrait imaginer au contraire que Saturne et le Soleil correspondent à des principes totalement opposés. C'était toute la problématique, comment dirais-je, universelle du rapport du Fils et du Père. D'accord.
Je vous interromps, donc. Saturne met des limites, hein, le Soleil n'en conçoit pas trop. Le Soleil est un peu c'est la relation père-enfant sur un mode relativement idéal. C'est le père en tant que Dieu qui donne la vie, et puis c'est aussi l'enfant en tant qu'enfant roi. Hein, l'enfant roi, Louis enfant roi, hein, c'était quelque chose d'important ça. Donc Saturne, il vient évidemment, il vient mettre des limites, il vient s'opposer, il vient en rivalité, il vient frustrer, il vient construire quelque chose. Il y a déjà de la visite. Juste, je dis ça au jeune homme qui est passé, il va pas me reconnaître, mais c'est pas grave. Tenez, voilà le petit produit dont vous avez besoin. Non, monsieur. Voilà, je me suis fait passer pour vous parler. Ça va, ça ne l'a pas perturbé. Pas trop. Donc, voilà, donc il y a toute cette dialectique. Alors on a des niveaux du masculin différents, puis Marx, évidemment, c'est la testostérone, c'est le guerrier, etc. Donc on a des fonctions, mais je parle bien de fonctions, pas de personnes. Ce n'est pas, à mon sens, la même chose. Et donc le monde lunaire, alors c'est le monde féminin, c'est donc on va avoir la Lune, Vénus, oui, et puis dans la structure, dans le modèle, effectivement, qui nous est fourni avec les couples planétaires, la Lune, Vénus, Jupiter. Après, on a Mercure. Alors Mercure, ça pose un problème. Monsieur Mercure, il a vocation, au fond, à relier les deux. Oui, c'est une fonction de relation, c'est une fonction de psychopompe. Donc, c'est difficile de l'attribuer ou au féminin ou au masculin. Mais, ceci dit, si on se base sur les éléments de la réalité et sur notre héritage socio-culturel, Mercure, dans notre histoire, la pensée, la réflexion, le diagnostic, tout ça, ce sont des valeurs qui ont été attribuées au masculin. Ce qui fait que pendant des siècles, on a pensé que les femmes avaient vocation à être belles et à faire des enfants, et que les hommes avaient vocation à penser, à être intelligents. Maintenant, Mercure est partagé. Alors maintenant, heureusement, aujourd'hui, il prend sa place dans notre évolution socioculturelle. Mais vous voyez que, par exemple, quand dans un gouvernement, on parle de parité, c'est une honte, on ne devrait pas avoir parlé de ça. Oui. Voilà. Et pourquoi? Oh, mais oui, mais il y a quand même tant de femmes dans le gouvernement. Mais est-ce qu'on se surprend, est-ce qu'on s'interroge parce qu'il y a des hommes au gouvernement? C'est ça, on n'est pas encore rodé, c'est pas encore vraiment établi, ça. Des femmes qui exercent une autorité, qui ont une pensée, qui ont une capacité évidemment de diagnostic, une capacité de conceptualisation, ça sont des choses qui ne sont pas encore intégrées. Mercure, on ne l'a pas vraiment encore réparti. Donc, si je comprends bien, nous aurions chaque sexe aurait ses planètes, mais Mercure serait la planète partagée, la planète de communication entre les deux. On pourrait dire que, au fond, avec la métaphore des deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, on aurait la Lune avec le cerveau droit, le Soleil avec le cerveau gauche, et Mercure qui fait le lien. Ah oui, c'est intéressant cette idée. C'est très actuel. C'est le messager des dieux en plus, donc il communique. Il est censé évidemment relier, intégrer, être cette fonction justement qui amène aussi les messages à la conscience, le langage, les mots qui créent de la conscience, parce que ce sont des êtres vivants qui viennent nous voir et qui nous racontent des choses très pertinentes. Bien que dans la théorie des domiciles, Mercure, il ait sa place tout à fait dans le zodiaque, par opposition à Jupiter, il n'est pas mis à part. Alors après, il y a la notion des signes féminins, masculins, c'est très difficile, c'est très compliqué parce que c'est pas toujours aussi clair. Non, mais j'en ai pas parlé. Alors, mis à part ça, quand on va avoir évidemment le thème d'une dame, le soleil, bien sûr, il est là dans son être, dans son corps, dans ses endroits, mais Mars, il est là, et Saturne, il est là, mais c'est des fonctions du masculin. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des fonctions de relation à l'inconscient. Voilà, et des fonctions, du coup, de relation au masculin à travers l'homme. Donc ça va illustrer quelque chose du profil du masculin, donc de l'homme dans sa vie. D'accord. Et les aspects que ça forme et la manière dont ça se relie au reste du thème, ça évoque des situations, ça évoque, entre guillemets, des événements, ça évoque des scénarios relationnels. Idem pour l'homme. La Lune, Vénus et Jupiter, ça se construit dans sa relation à la mer, et aussi ça représente des fonctions de son inconscient, une relation à l'inconscient. Je ne les intégrera pas de la même manière. Vous adhérez avec cette position Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur Ruperti. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était l'enseignement d'Alexander Ruperti? Je veux dire, réellement, qu'est-ce qui émanait de son discours? Parce que nous avons mis en ligne récemment des enregistrements qu'il avait fait dans les conférences, et je crois qu'il avait une sensibilité particulière, une tonalité particulière. Est-ce que vous qui l'avez approché à une certaine époque, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que par exemple, est-ce que ce que vous venez de dire, par exemple, il le disait aussi, ou est-ce qu'il fonctionnait? Il avait une façon de parler du moi. On a beaucoup de conférences sur le moi, et je n'ai jamais très bien compris. Je suis justement venu un peu
j'avais très bien compris comment, d'un côté, il faisait... Est-ce que son discours sur le moi était... à la limite, il disait qu'il ne fallait pas trop se concentrer sur son moi. Je n'ai pas très bien compris. Je reconnais que je suis un petit peu égaré par rapport à ce qu'il regardait. Il y a d'un côté, il faisait de l'astrologie, de l'autre côté, on a l'impression que son discours dépassait l'astrologie. Tout à fait. Fondamentalement. Et qu'il n'était même peut-être pas tellement à l'aise avec l'astrologie, je dirais presque. L'astrologie, c'était pas le plus important, c'est la dimension spirituelle. Voilà, j'ai l'impression que... Pour moi, Ruperti a été... c'est quelqu'un qui m'a appris à penser. Il ne m'a pas dit ce qu'il fallait penser, il m'a appris à penser. Il m'a appris l'astrologie dans le sens où il n'a jamais donné de réponse astrologique. Oui. C'était un peu débrouillez-vous, réfléchissez, travaillez, créez, voilà, ne répétez pas ce que vous avez lu dans un livre, pensez-le, créez-le, etc. Alors, la notion de moi, bon, je pense qu'il en parlait un peu comme tous les enseignements spiritualistes, issus voilà. Du judéo-christianisme, l'hindouisme aussi, visions orientales. Évidemment, l'identification à un petit moi, d'ailleurs c'est souvent l'expression. Oui, voilà. Le petit alors je disais, c'est le thème astral n'était pas le petit moi, justement. Non, justement, pour lui, c'était une dimension supérieure. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, il y avait toujours cette notion des 4 niveaux d'interprétation biologique, socioculturelle, individuelle et transpersonnelle. Oui. Bon, pour moi, biologique, socioculturelle se font dans un seul niveau, parce qu'au fond, notre vie socioculturelle est une socialisation d'impératifs biologiques. Il faut manger, dormir et le jour. Oui, c'était une normalité aussi. C'est une normalité, qui exerce son impact. Le niveau individuel conduit immanquablement au niveau transpersonnel. Sinon, à ce moment-là, on tombe dans l'ornière de l'individualisme et du petit moi satisfait de lui-même. Une satisfaction narcissique, et moi je suis un super-homme tout seul pour moi tout seul, ce qui n'a aucun sens. Donc forcément, si on s'individualise, c'est pour être un participant plus créatif et plus conscient de son rôle et de la finalité aussi que cela peut avoir pour l'humanité. Donc on est déjà transcendé par quelque chose, effectivement. Donc, mais lui, il était vraiment, comment dirais-je, préoccupé par cette question de transformation, de niveau transpersonnel, et de se servir de l'astrologie comme une boussole pour guider ses pas sur ce sentier-là. Quand même. Oui. Donc, les affaires techniques, tout ça, etc., ils sont pas, c'est pas, puis il ne parlait pas tant d'astrologie que ça. Oui. Alors, il faisait des séminaires où il apportait évidemment des tas de choses, de techniques, issues de Mark Jones, issues de Bono Huber pour certains sujets, issues de Rudyard en majeure partie, mais ce n'était qu'un prétexte pour partager quelque chose d'autre, j'ai l'impression, et qui est au fond aussi le fondement de l'astrologie, de la dimension spirituelle. Parce que ça met en question beaucoup de choses. Si ma vie se déroule au rythme des astres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme. Si ma vie se déroule au rythme des astres, si on peut, par mon thème de naissance, anticiper et comprendre ce que je vis au regard de des interprétations qui en découlent, qu'est-ce que nous sommes? C'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça pose des questions spirituelles. C'est que ma vie, elle peut se lire dans les astres. Donc, elle appartient à quelque chose de transcendant en même temps. Pas moi, c'est pas le moi, mais ma vie participe de quelque chose qui est universel. Il y a un autre malaise dont je voudrais vous faire part, parce que maintenant nous arrivons à la fin de cet entretien, justement au niveau de la prévision, vous savez qu'on en parle beaucoup, et le fait que, bon, je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'astrologie mondiale, M. Brunner, mais on a l'impression que par exemple, le transit, prenons le cas du transit, parce que vous avez employé le mot transit, on a l'impression que, si vous voulez, le transit, par exemple, le retour de Saturne, vous parliez bon, chacun va le vivre à un moment différent. C'est pas du... Le retour de Saturne. Chacun le vivra au moment où Saturne transite son Saturne natal. Voilà. Et moi, ça ne sera pas le même moment que pour vous. C'est le même âge, mais c'est pas la même période. C'est ça. Donc on a l'impression qu'on est tous un petit peu sur des planètes séparées, que nos transits, nous arriveront à un moment X, vos transits à un autre moment. Mais qu'est-ce qui est vécu collectivement, M. Brunner, alors au niveau social? On a l'impression qu'il faudrait quand même qu'il y ait une astrologie. On sait très bien qu'on est quand même vous parlez des différents niveaux, on est quand même actuellement, d'ailleurs les choses le prouvent, on est quand même impliqué dans des choses qui se passent non seulement avec les mêmes configurations, mais au même moment. Donc, est-ce que vous faites la part de configurations qui sont vécues en même temps, simultanément,
mais qui peuvent avoir des répercussions différentes Absolument. chez les uns et les autres. C'est pas tout à fait du transit, là. Non, c'est pas ça que c'est le transit, c'est l'état du monde. Oui, Ça mesure l'état du monde dans lequel nous baignons tous, et c'est d'abord ça que nous vivons. parce que les transits, ça nous isole, on a vraiment l'impression, par exemple, vous êtes en couple, vous allez avoir vos transits à un moment X, elle va avoir ses transits à un autre moment parce qu'elle n'a pas les mêmes planètes au même endroit, etc., et elle n'a pas le même âge, à moins que vous ayez des conjonctions, bien sûr. Mais je veux dire qu'on a... ça crée quelque chose, ça crée une sensation comme cela, où la part de l'individu prend le pas sur la part du collectif. Votre question est pertinente et très fine, parce que fondamentalement, c'est l'astrologie mondiale qui fait sens au niveau de la vie de groupe. Il semblerait, oui. Et l'individu qui n'est pas différencié du groupe, il vit d'abord ça avant son thème. D'ailleurs, les planètes transpersonnelles font qu'on a des choses qui sont vécues en même moment, on a les mêmes transits au même endroit. D'ailleurs, transposons le langage. Au lieu de dire l'opposition Saturne-Uranus, on oublie ces termes-là, on va dire la crise financière. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des dérives, et puis là, il y a un retour à la réalité. Oui. Opposition, confrontation réelle. Ah, voilà, une transformation qui doit en découler. D'accord. Alors, on est tous pris dedans. Oui, et en même temps. Et en même temps. Mais nous réagissons individuellement à ça. Oui. Différemment parce que nous sommes différents. Oui, mais le temps est le même. Le temps est le même. Alors qu'avec les transits, le temps n'est pas le même. Alors il y a une vie de groupe, et puis il y a aussi des particularités ou des singularités individuelles. Donc l'individu, lui, certains vont avoir, pour comprendre cette opposition de Saturne et d'Uranus, chez certains c'est sur l'axe 1-7. Donc cette crise financière s'accompagne à titre individuel d'une crise relationnelle. Voilà. Chez certains, ça va être sur un axe de 8. Bien sûr. Alors je schématise à l'extrême, je vais rentrer dans les détails. Donc la crise financière, s'accompagne d'une crise financière. Voilà, sur un axe de 8. Une crise des affaires. Voilà, où ça va amener peut-être à rectifier énormément de choses dans ces secteurs de vie. Donc chez quelqu'un, ça va se mettre sur un axe 3-9. Donc la crise financière, eh bien, provoque une interrogation philosophico-spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment? Et puis ça l'amène éventuellement à changer d'environnement, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Mais alors, l'événement global, bien sûr, il est le même pour tout le monde. Et dans bien des cas, les personnes vivent la crise de l'état de l'esprit du temps plutôt que la crise personnelle. La crise personnelle s'impose dès lors qu'il y a déjà un pas engagé sur le chemin d'individuation ou sur la conscience. Quelqu'un qui n'est pas préoccupé par des questions de conscience de soi et qui vit uniquement en identification à la société dont il fait partie, il vivra beaucoup plus l'astrologie mondiale, il sera beaucoup plus réceptif par cette astrologie mondiale que par les indications de son thème. Oui, mais justement, c'est ça. Oui, alors voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Donc dans chaque cas, il faut voir. Oui. Non, parce que par exemple, ce fameux retour de Saturne, bon, c'est vrai que chacun à 30 ans à des moments différents, mais c'est dommage, on pourrait imaginer, il y a peut-être un déficit à ce niveau-là, on pourrait imaginer des grandes configurations qui soient marquantes pour l'humanité et pour la société, et pas seulement pour l'individu. On a l'impression que cette espèce de déphasage entre le temps de l'individu et le temps du monde, peut-être que... Alors on est arrivé actuellement à dire qu'il fallait privilégier les transits qui étaient justement des transits de planètes qui étaient déjà en configuration. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux planètes qui sont déjà configurées dans le ciel pour considérer que c'est vraiment des transits importants, parce que effectivement ce sont des transits qui n'ont pas lieu à n'importe quel moment, et qui donc, ça fait déjà une sorte de sélection des transits, et par conséquent, ces transits vont exister pour tout le monde, au lieu d'avoir des transits complètement ponctuels. Pour telle personne, il a son transit, telle autre personne n'a pas son transit. Ce qui nous renvoie à la question basique, qui est celle de la notion de signal. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui est le plus important en astrologie? Est-ce que c'est l'aspect? Est-ce que c'est la position de la planète dans le signe? C'est parce que, selon quel est le facteur quel est le facteur déclenchant au niveau cosmique qui est le plus fort, votre avis? Pour ma part, il n'y a jamais rien qui passe après. Tout est essentiel. Ah oui. Tout est important. Tout a sa valeur essentielle à sa place. Il n'y a pas de, comment dire, je n'oppose pas une chose à une autre. J'essaie de les intégrer dans une complémentarité. Il n'y a pas de produit du sens. C'est ça. Produire du sens. Il y a les aspects, il y a le signe, il y a la planète, il y a le domicile, il y a la maison, il y a la maîtrise, il y a tout ça. Tout ça doit
tout est important. Je ne peux pas hiérarchiser. Tout ça, c'est-à-dire que les pieds sont aussi importants que les mains. Et voilà. Mais par rapport à l'astronomie, les aspects semblent être la partie la plus fortement astrologique. Parce que, par exemple, les astronomes sont capables de vous dire qu'une planète est à tel endroit dans le ciel à un certain moment. Bon. Mais pour eux, un aspect, ça ne veut rien dire, un aspect. Donc, autant la position de planète zodiaque, elle est signifiante. C'est-à-dire que, bon, l'astronome sait très bien. Donc, l'aspect, ça semblerait être l'apport le plus remarquable de l'astrologie, mais en même temps, il n'y a pas aspect tout le temps. Donc, c'est ce que j'appellerais un apport dans la discontinuité. Selon le modèle dont on dispose, parce qu'on a fait un découpage du cycle à travers les aspects, parce qu'au fond, les aspects ptolémaïques de 30 degrés en 30 degrés, au fond, ça. Non, mais on peut en inventer d'autres. On va en inventer d'autres. Mais l'aspect, c'est quand même la marque de fabrique, je dirais, de l'astrologie, d'une certaine manière, non? Plus par rapport à l'astronomie. Dans le fait que, effectivement, c'est une structuration du temps astronomique. C'est une structuration du cycle. Oui. Tout à fait. Et l'astrologie, c'est l'étude des cycles. Oui, donc. C'est vraiment, oui, tout à fait. Les aspects c'est quelque chose qui se vérifie astronomiquement. Mais en même temps, c'est discontinu l'aspect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps des aspects majeurs. Non, bien sûr, oui. Alors que. Mais il y a des phases en même temps. Oui. Alors, vous vouliez ajouter? Non, parce que il y a des phases, c'est-à-dire que même si l'aspect n'est pas exact, il est dans la phase de... Oui, approche ou séparation, voilà. C'est ça, oui. Oui, parce que dans une vision de position, effectivement, c'est discontinu. Mais dans une conception de processus, on est dans un processus. Oui, bien sûr. On va du sextile au carré, donc c'est une progression, c'est issu du sextile, mais ça se dirige vers le carré. Donc il y a un fondu enchaîné, donc entre les deux se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Mais enfin, même la prévision quand même implique quand même certains points marquants. Oui, la prévision, ça c'est effectivement. Alors justement, avez-vous des choses à nous dire sur le débat qui traverse un petit peu actuellement sur les limites de la prévision? Qu'est-ce qui différencie prévision et prédiction? Est-ce que l'astrologue doit prévoir, vous savez, les positions de l'AFDAF à ce sujet, probablement, la Fédération de l'astrologue. Il y a une polémique là-dessus. Quelles sont les limites du travail de l'astrologue? Est-ce que pour vous, quelle est la place de la prévision ou du discours sur le temps à venir? Alors, je vais vous le plus simple, comme on dit, un croquis voulu qu'un discours. Oui, faites-nous un croquis. Une personne qui est ascendant vierge, a un descendant en poisson et a Jupiter dans les poissons en maison 7. Avec une position de Jupiter à 25 degrés. Qu'est-ce qui est en préparation? À 24-25 degrés, on peut dire. Qu'est-ce qui est en préparation? Il y aura une conjonction, je ne sais plus si c'est de Mars, Uranus ou du Soleil et Uranus, sur son Jupiter en maison 7. Premier semestre, premier trimestre 2009, premier semestre, supposons. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je vois ça dans un thème. Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je peux faire une prédiction. Vous allez divorcer. Voilà. Donc ça, à ce moment-là, je crée un événement. Oui, vous générez. Là, je suis donc totalement responsable du point de vue. La prophétie qui se voilà, réalise donc elle-même. là, ça devient. C'est l'effet d'annonce. Voilà, l'effet d'annonce. Donc, c'est pas le rôle de l'astrologue. En plus. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est pas notre rôle. Je ne peux pas dire à la personne, vous allez divorcer, mais moi, j'ai l'impression qu'elle va divorcer. Alors, je ne lui dis pas. Alors, à ce moment-là, je ne fais pas mon travail parce que je ne lui dis pas non plus ce qui se passe dans son thème. Cas de conscience. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette étape-là? Donc, le travail de l'astrologue, pour moi, ça va être de me placer du point de vue de la signification de ce qui est en jeu. Il y a une transformation qui va s'amorcer dans le domaine de la relation. Il y a des habitudes qui vont devoir changer. Oui. Il y a des systèmes de fonctionnement qu'il va falloir laisser derrière soi. Il va falloir devenir pas une autre personne, mais ajouter quelque chose à sa personne dans sa manière de rencontrer les autres. Et ben, c'est là-dessus que je vais travailler. Peut d'ailleurs soit déclencher le divorce, soit l'éviter. Voilà, donc je ne peux pas dire à la personne, effectivement, qu'elle va divorcer d'avec Jean-Luc, mais qu'elle va divorcer d'avec Marianne. Je peux lui dire qu'il faut qu'ils changent leur système de fonctionnement parce qu'il est devenu obsolète. Ouais. Voilà. Ça va être ça mon conseil. Et que c'est dans cette période que ça va battre son plein et qu'il faut qu'il s'y emploie dès maintenant. Et que ça va ouvrir une nouvelle perspective. Il faut qu'il divorce
d'avec leur système de fonctionnement. Oui, on parle d'avec les personnes. Oui. Maintenant, si la relation est arrivée à son épuisement, s'ils n'ont plus de cartouches, s'il n'y a plus de ciment entre les briques, on ne les fera pas tenir comme ça parce qu'on a décidé non plus. Mais ça, c'est pas mon rôle. Voilà, moi, mon rôle, c'est éventuellement de poser la question. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a de l'amour entre vous? Alors, s'il y a de l'amour entre vous, vous passerez ça. Maintenant, s'il n'y a plus d'amour entre vous, alors, s'il n'y a plus qu'un tas de cendres, il y a peu de chance, effectivement. Mais ça, c'est logique, c'est humain. Et là, on n'est plus sur un versant astrologique, on est sur un versant psychologique. Alors, Isabelle Hervieux, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous gérez les demandes de vos clients qui veulent savoir certaines choses, qui veulent savoir ce qui va leur arriver? Je me place vraiment dans la position que Patrick Menhir vient d'illustrer, c'est-à-dire que dans la demande, c'est au fond, qu'est-ce que cette demande cache? C'est-à-dire que si c'est juste pour avoir une réponse toute faite, je ne m'y engage pas. Donc, clairement, je dis, c'est pas à moi de prendre la décision pour vous. Donc l'intérêt après, c'est au cours de la consultation d'essayer de faire prendre conscience à la personne que ce à quoi elle est confrontée en ce moment n'est pas de l'ordre du hasard, mais que c'est le fruit justement d'un cheminement qui l'a mené jusque-là. Et à partir de là, quelle réflexion elle peut entamer. Et dans cette réflexion-là, je vais lui apporter les éléments que le thème va me délivrer. Mais l'important surtout, c'est que lorsqu'elle reparte, elle sache que la décision lui appartient, premièrement, qu'il n'y a personne qui décide pour elle, et qu'elle ait des éléments de réponse, ou en tout cas des éléments de réflexion pour pouvoir prendre cette décision. C'est-à-dire que si on vient me voir en me disant « est-ce que mon mari va me quitter ?», ça, je ne peux pas dire si le mari va ou non partir. Par contre, je peux voir qu'il y a une crise, donc s'interroger sur le pourquoi de la crise, l'alerter sur le fait que pour que cette crise se dénoue, il y a nécessité déjà de parler, donc de parler avec son mari, de recréer un contact si c'est encore possible, si le lien n'est pas trop défait. Enfin bref, d'aider la personne à déjà regarder la situation telle qu'elle est et pas chercher une réponse échappatoire d'une certaine façon. Donc regarder la situation telle qu'elle est et lui apporter des éléments de réponse pour que la décision vienne d'elle. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'induire la décision de la personne que l'on a en face de soi. Parce que c'est tout le restant de sa vie qui en découle. Est-ce que vous êtes tenté... C'est vraiment une prise de conscience plutôt de ce qui se passe et sur quoi comment on en est arrivé à cette situation et qu'est-ce qui peut la faire évoluer. Et puis, des fois, c'est aussi intéressant, grâce à l'astrologie, de voir que ça récapitule des choses du passé, que ça remet en scène aussi des situations antérieures et que ça amène aussi à relier des moments de sa vie qui apparemment n'ont pas de rapport et qui profondément sont liés. Oui, il y a la question aussi donc, effectivement, de l'anamnèse, des moments où le passé revient à la surface, où les scénarios se recommencent. C'est une reconfrontation avec un scénario apparemment différent, mais c'est une reconfrontation à... D'ailleurs, ce qui pose la question, qui est peut-être un bon sujet pour avancer notre discussion, c'est de savoir si l'astrologie a vocation à rapprocher des choses qui semblent différentes ou à distinguer des choses qui semblent identiques. Parce qu'effectivement, on a l'impression souvent que l'astrologue préfère la deuxième attitude à la première. C'est-à-dire qu'il renonce souvent à rapprocher les choses, ou à rapprocher les événements, ou à rapprocher les gens, pour s'arrêter et pour être extrêmement prolixe en ce qui concerne tout ce qui pourrait distinguer. Et on est dans une astrologie comme ça où on subdivise, d'ailleurs on ne distingue plus les saisons, mais on distingue les signes. On distingue, on subdivise, on distingue les individus, mais on ne distingue plus les saisons. Enfin, il y a je crois qu'il faudrait rééquilibrer et que l'astrologue apprenne à rapprocher des choses qui sembleraient distinctes et dont on ne perçoit pas ce qui est commun. C'est créer du lien, oui. Voilà, mais ça c'est effectivement un problème. Dans la formation des astrologues aujourd'hui, on a de moins en
les gens, enfin, paradoxalement, quand les gens qui vont voir les horoscopes, ils savent bien qu'ils se disent qu'effectivement, ils ont du commun avec les gens du Bélier ou les gens du Taureau, mais dès qu'on va voir l'astrologue, donc on passe d'une astrologie du lien, qui est l'astrologie du populaire, où on appartient à une famille, on n'est pas isolé. Quelqu'un qui dit qu'il est du Bélier, il sait qu'il n'est pas tout seul à être du Bélier, et quelque part ça le conforte de savoir qu'il n'est pas tout seul du Bélier. Mais inversement, dès qu'on tombe qu'on arrive dans l'alcôve de l'astrologue, là on rentre dans l'hyperdifférenciation, les transits qui sont uniquement pour vous, le thème qui n'est absolument pas semblable à celui de l'autre, et on a l'impression quelque part, on risque d'accentuer une tendance sociopathique, ou enfin une tendance chez des gens qui sont déjà en problème avec la société, et qu'on va encore plus enfermer dans leur idiosyncrasie. Oui. C'est peut-être ça un des écueils. Effectivement, c'est l'effet pervers, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Parce que c'est entre individualiser ne veut pas dire séparer, mais être conscient de soi pour mieux se relier. Mais d'ailleurs, logiquement, s'individuer, c'est qu'on s'est conscient de ce qu'on ne peut pas être différent si on ne sait pas d'où on vient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, si on ne sait pas comment font les autres, on ne peut pas dire qu'on est différent d'eux. Il faut déjà se situer par rapport aux autres. On ne peut pas être individué dans l'individuation sans repère. C'est une vue de l'esprit, effectivement. Aux autres, il y a son histoire. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas d'individuation. On ne peut pas se démarquer de quelque chose si on ne sait pas où est la marque. Bien sûr. Or justement, souvent, moi je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui dit j'ai mal. Quand en français on dit j'ai mal, c'est pas la même chose que dire je fais le mal. Parce que j'ai mal, c'est une sorte d'état. On peut très bien avoir mal sans savoir ce que c'est que le bien. On ne dit pas j'ai bien, je veux dire je me sens bien, mais j'ai mal. Et de la même façon, quelqu'un qui dit je fais mal, ça veut dire qu'il sait ce que c'est que le bien. Et parfois, il y a l'impression que les gens disent je suis moi, comme si c'était un fait en soi, mais moi par rapport à quoi, on ne sait pas. Moi par rapport à l'autre, mais l'autre je ne le connais pas. Alors, si je ne sais pas qui est l'autre, comment sais-je que je suis si différent ou si particulier par rapport à l'autre, puisque je ne sais pas qui il est, etc. Donc il y a des problèmes de repères qui sont marquants. Je voulais poser la question de savoir si vous vous intéressiez à l'astrologie horaire. Parce que quelque part, actuellement aussi, la cote de l'astrologie horaire a tendance à remonter un petit peu. Il semble qu'il soit plus facile et plus intéressant par certains côtés, parce que l'astrologie horaire a l'avantage de ne pas enfermer l'individu dans le thème natal. Parce que le thème natal, c'est quelque chose de très lourd, le thème natal, qui va nous poursuivre tout au long de notre vie, si on peut dire. Alors que l'astrologie horaire, c'est plus léger parce que ça photographie la situation du moment. Ça dédouane évidemment, au fond, de n'avoir à porter le poids de soi. Oui. Le thème de natal, c'est le reflet de notre totalité aussi. Bon. L'astrologie horaire, oui, moi je la pratique, j'ai toujours pratiqué, mais de temps à autre. C'est quelque chose de plus événementiel. Il semblerait que historiquement, c'était comme ça. On pourrait d'ailleurs la comprendre, pas uniquement il y a l'événementiel, ça dépend de ce qu'on entend par astrologie horaire. Mais il semblerait qu'historiquement, on est d'abord pratiqué l'astrologie horaire, parce que tout simplement, on n'avait pas de date de naissance, et puis on ne pouvait pas retrouver les positions natales de quelqu'un qui était né X années avant. Donc on serait passé, l'astrologie natale génétiaque aurait emprunté à l'astrologie horaire. Par exemple, les maisons, on peut penser que quelque part, les maisons, c'est typiquement un concept d'astrologie horaire, parce que bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, où est la planète aujourd'hui? Voilà, c'est le lever, le coucher, la culmination, la séquence, etc. Non, mais la signification, c'est vrai que beaucoup d'astrologues dans le temps, de toute façon, il n'y avait pas d'heure de naissance, quand il y avait des dates de naissance, c'était déjà pas mal, donc ils faisaient le thème au moment où la personne arrivait, le thème de l'instant, le thème horaire, qui contenait, de toute façon, comme tout thème, contient toute une histoire. Le moment n'est pas choisi au hasard, donc il a du sens, et l'astrologie horaire est très pertinente, bien sûr. Oui. Alors à ce propos, justement, le thème de la consultation, quelqu'un arrive en consultation, je regarde la configuration de l'instant, je sais pourquoi la personne est. Oui. Bien sûr, c'est contenu dans l'instant. Chaque instant de temps contient la totalité du temps. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être paraître un peu excessive, mais moi j'ai tendance à opposer, je faisais allusion, entre l'astrologie ordinaire, qui est celle des gens qui regardent leur thème, leur horoscope, et qui ne sont pas forcément ni en souffrance, ni en interrogation, etc.,
et l'astrologie spécifique à la consultation. Moi, j'emploie une expression qui va peut-être vous paraître un peu choquante, mais c'est la différence entre, par exemple, quelqu'un qui conduit sa voiture et quelqu'un qui va chez le garagiste. Tout le monde, on conduit sa voiture, bon, on conduit sa voiture. Maintenant, le nombre de gens qui vont chez le garagiste parce que la voiture a un pépin, c'est une petite minorité. Donc finalement, il n'y a pas que l'astrologie de ceux qui vont voir l'astrologue. Il y a aussi l'astrologie de ceux qui s'y consacrent. de ceux qui sont... Non, mais de ceux aussi qui vivent, tout simplement. Ah, bah, bien sûr. Et cette astrologie-là aussi, il semblerait qu'elle soit... On la déconsidère un petit peu, cette astrologie des gens qui tout simplement vivent, essaient de voir si l'astrologie a quelque chose à leur dire sur la vie qu'ils mènent, comme ça, quotidiennement. Et puis l'astrologie spécifiquement, qui est celle de la consultation astrologique. L'astrologie mondiale serait, ça revient un peu au débat tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aurait une astrologie du collectif qui serait l'astrologie normale, ordinaire, qui est celle de la vie sociale, et puis dans les cas où effectivement, c'est comme par exemple des voitures qu'on sort à des millions d'exemplaires, mais moi j'ai ma voiture qui a un problème. Donc j'appelle ça de manière un petit peu provocatrice l'astrologie de dépannage, c'est-à-dire quelqu'un qui serait pas, ça marcherait plus comme d'habitude, et donc il irait voir l'astrologue parce que comme sa voiture qui marcherait pas comme, ou comme ça son évier qui marcherait pas comme d'habitude, à ce moment-là il faudrait aller voir quelqu'un qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça fonctionne plus. Oui, en même temps, quand on a une voiture et qu'on veut pour éviter justement d'aller voir le garagiste quand elle est en panne, il faut bien l'entretenir. Idéalement, c'est de l'entretenir et de prévenir les pannes en allant régulièrement voir. Donc ça peut tout à fait être dans ce contexte-là. C'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à sa vie et qui a envie de lui donner la meilleure direction possible peut tout à fait venir voir l'astrologue sans qu'il y ait forcément de problème, mais juste pour guider, orienter, faire les bons choix avant justement d'être confronté au on peut pas, mais tout le monde, enfin, il faut quand même pas exagérer. Tout le monde ne peut pas aller voir l'astrologue. On sait très bien que les astrologues, ils ne peuvent gérer qu'une minorité de cas quand même. Non, mais c'est pas non plus une démarche intégrée culturellement. Voilà, donc la question est de savoir si on peut faire de l'astrologie sans aller chez l'astrologue, en fin de compte, c'est ça. C'est un peu ça que pose le problème de l'astrologie populaire. C'est l'idée qu'on n'ait pas besoin d'aller voir l'astrologue pour faire de l'astrologie. Oui, et ça, c'est une question qui se pose actuellement très fortement. Est-ce qu'on ne peut pas mettre à la disposition du public, sans passer par l'astrologue, des outils dont il pourrait lui-même se servir en quelque sorte? Oui, à travers ce que tente de manière très archaïque la presse. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer le travail qui est fait à ce niveau-là, en disant, au lieu de dire, bon ben voilà, ça c'est pas la bonne astrologie, maintenant allons voir l'astrologue, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution médiane qui consisterait à dire, bon ben essayons d'améliorer cette astrologie populaire, cette astrologie qui est au niveau du grand public, quitte à rester dans les grandes lignes, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de ce qui est du collectif, pour ramener à l'astrologie de l'astrologue, l'astrologie du cabinet, les cas quand même relativement exceptionnels. C'est un peu, ou dans des situations exceptionnelles. Il y a des revues qui ont été créées dans cette optique, comme astrologie pratique ou astrologique, ou astrologos. Astrologos. C'était un peu ça, oui. Et des revues comme Nouvelle Clé, enfin des choses comme ça. Oui. C'est à envisager, bien entendu. Et à votre avis, justement, quelles seraient les choses? Parce qu'on a parlé récemment à Lyon, justement, avec des gens du RAO et de l'AFDAF, on a eu des réunions. Quelles seraient il y en a une qui est actuellement sur Téléprovidence. Quelles seraient les choses qui feraient être avec lesquelles le public devrait se familiariser? Si vous aviez des choses à divulguer, à faire connaître, est-ce qu'il y aurait des cycles majeurs, est-ce qu'il y aurait des notions majeures en astrologie que vous seriez disposé à mettre en avant? Alors, je sais que vous-même, vous ne voulez pas cette idée d'isoler des facteurs, de mettre... Déjà, mais je pense que c'est utile du point de vue pédagogique, parce que là, on rentre effectivement dans ce domaine-là. Oui, la pédagogie, non seulement... Je pense que déjà, il faudrait effectivement faire un calendrier solilunaire qui soit abordable, compréhensible, puisque ça traite déjà quelque chose qui est de l'ordre du connu dans la psyché collective, et puis petit à petit élargir les choses avec les autres cycles planétaires.
Je vais montrer qu'il y a une cyclicité, qu'il y a un rythme, qu'il y a une notion d'ordre, que les choses qui se développent ne se développent pas n'importe quand. D'accord. Voilà, notion de ce qui fait la particularité de l'astrologie, à mon sens, c'est que c'est la science du temps. Oui. Et non pas du temps quantitatif, mais du temps qualitatif. Voilà. Parce que sinon, du point de vue psychologique, on a tout l'arsenal dont on a besoin pour travailler à la connaissance de soi. Oui. Mais là, on a d'abord un référentiel qui intègre la totalité d'une vie et qui mesure son rythme de développement. Le quand ceci, le quand cela. Et c'est ça qui est vraiment la particularité. Donc, amener effectivement cette notion que notre vie est structurée dans le temps et que parce que la Terre tourne sur elle-même comme elle tourne sur elle-même, parce qu'elle tourne autour du Soleil comme elle tourne autour du Soleil, et parce que c'est possible, parce qu'il y a les autres astres qui eux aussi tournent et font partie de notre famille et nous vivons ensemble. Et que ça crée un rythme, ça crée un ordre dont nous sommes dépendants. Notre vie est dépendante de tout ça. Mais il y a un petit problème là. D'abord, premièrement, il y a la question des fondements. Alors, une question que je ne vous ai pas posée, c'est celle des... Qu'est-ce qu'on reproche à l'astrologie dans notre enseignement du XXe siècle? Qu'est-ce qui fait que l'astrologie n'est pas acceptée scientifiquement, socialement, académiquement Parce qu'on a perdu de vue la pertinence du registre symbolique. On veut absolument être dans le réel exact et la science écarte de son analyse tout ce qui est du côté de la question. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a des positionnements de l'astrologie qui sont plus acceptables que d'autres, et d'autres qui sont moins souhaitables? Le problème, c'est que comme c'est une discipline qui est livrée à elle-même, il y a tout et n'importe quoi. Oui. Parce que justement, tout à l'heure, vous me parliez du Soleil, à l'instant, vous parliez du Soleil et la Lune. Est-ce qu'on peut simplement dire, voilà, bon, de même que le Soleil et la Lune, on sait ce que c'est, on sait comment ça agit, est-ce qu'on peut extrapoler de la même façon pour Saturne ou pour Pluton, par exemple? Est-ce que c'est le même principe solilunaire que... Est-ce que c'est pas une autre dimension de l'astrologie? Parce qu'actuellement, on pense qu'il y aurait eu des strates d'astrologie. Au niveau même de son développement, l'astrologie aurait d'abord été solilunaire, puis après on aurait découvert les planètes lentes. On a élargi. Voilà, donc, mais en même temps, le fonctionnement même de rapport aux astres n'est pas le même. On ne peut pas dire que nous sommes agis par Saturne de la même façon que nous sommes agis par le Soleil. Effectivement, c'est pour ça qu'on ne peut pas, évidemment, il faudra présenter dans une optique de vulgarisation les choses d'une manière très graduelle et progressive. Parce que ça traite de niveaux de fonctionnement qui sont différents. Le pouvoir de la vie est illustré par le Soleil et la Lune. Par contre, dès qu'on arrive sur des fonctionnements de type Jupiter-Saturne, on est sur un autre registre beaucoup plus psychologique au sens d'intégration. Mais au niveau de la nature même de l'influence, tout à l'heure vous nous disiez qu'au moment de la naissance, nous étions marqués par... bon, alors, comment sommes-nous sensibles? Je me suis mal marqué. On soit que la constellation du moment de notre naissance, la raie sur image que l'on fait, illustre au fond l'histoire dont on est issu et à partir de laquelle nous allons nous développer. Pour moi, le thème est une illustration. Ah oui, donc vous êtes plutôt en faveur de l'idée que les astres illustrent ce que nous sommes préalablement. Voilà. Vous n'êtes pas pour ceux qui considèrent que les astres agissent et nous déterminent au moment de la naissance. Je ne suis pas contre eux, mais je ne partage pas ce point. Ah oui, d'accord, parce que je n'avais pas très bien saisi à ce moment-là. Oui, non, je ne partage pas. Donc il y a un itinéraire, mais vous n'êtes pas dans le karmique quand même pour autant. Ah non, certainement pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est préalable à la naissance, qui est déjà là. Il y a une histoire, nous sommes des mémoires. Des mémoires de quoi? Des mémoires génétiques, des mémoires généalogiques, transgénérationnelles. Transgénérationnelles, c'est ça. Et on voit l'histoire des ancêtres dans un thème. Oui, parce que ça, c'est un travail que j'ai fait pendant de longues années et qui s'est vérifié. Quand j'ai dit à quelqu'un, votre grand-mère ne voulait pas d'enfant ou a perdu un frère ou des choses comme ça, etc., qu'on peut remonter avec le langage symbolique sur ces questions-là et qu'on peut vérifier, à condition que ce soit vérifiable, bien sûr. C'est pas le karmique parce que comment dirais-je, le karmique c'est invérifiable, donc je ne risque pas. Donc si vous voulez, donc effectivement, oui, parce qu'actuellement on parle beaucoup il y a Catherine Gestas, par exemple, il y a Martine Barbeau, oui, des gens qui travaillent beaucoup prise de conscience globale sur cette... Vous avez été un des premiers à travailler sur ce sujet? C'est-à-dire que moi j'y travaille depuis... on a fait un séminaire avec Gilles Verrier en 2002 sur... je ne sais plus quel était le titre, c'est un séminaire résidentiel qu'on a fait pendant une semaine
c'était l'astrologie et héritage transgénérationnel. Voilà, généalogie, astrologie, généalogie. Vous croyez vraiment, franchement, à l'hérédité astrale, l'hérédité planétaire L'hérédité astrale, c'est d'approfondir toujours le fait que le thème illustre, raconte l'histoire qui nous a générés et dont on part pour faire sa vie. On ne part pas de rien, on ne n'est pas dans le vide. Nous sommes les héritiers. Je crois que vous avez raison. Au thème astral, au thème génatal, on est obligé d'accepter que quelque chose s'est joué avant. Et bien sûr. Parce que c'est le résultat on voit des gens autour de la table dans un thème qui sont arrivés là parce qu'ils ont vécu ceci, cela. Si Mars est là, c'est parce qu'avant il était là, il y a une histoire. Le thème de naissance n'est pas le thème du commencement de la vie, il est le commencement de l'existence. La vie, elle a commencé avant. Oui. Et on est 9 mois dans le ventre de la mer avant. On a récapitulé plein de choses. On hérite d'un corps humain qu'on n'invente pas. C'est pourquoi d'ailleurs, M. Brunner. Oui, Isabelle doit nous quitter. Elle a du travail. Merci d'être venu avec nous. On va continuer quelques minutes. C'est la première fois que j'interviewe un couple d'astrologues. Il n'y en a pas 36 000 d'ailleurs. La question qui se pose, M. Brunner, c'est justement d'une astrologie qui ne serait pas forcément axée sur le thème natal, en fait, qu'on dit. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, vous avez raison, dès qu'on fait un thème natal, soit admettre qu'effectivement on est, comment dirais-je, directement influencé par le moment de la naissance, et puis voilà, on est comme ça, que c'est complètement aléatoire qu'on est né à un certain moment. Alors il y a trois positions. Soit, effectivement, cette position-là, donc on est marqué, tout simplement. Soit la position que vous venez d'exprimer sous des formes diverses, parce que vous dites ça comme ça, il y a les karmistes qui disent ça autrement, enfin il y a quelque chose qui est là et qui ne fait que se concrétiser, que se formaliser au moment de la naissance. Soit la troisième position, qui vous paraîtra peut-être totalement hérétique, qui essaie de ne pas tenir compte du thème natal, c'est-à-dire de considérer que nous naissons avec un nombre de capacités à capter les influences astrales de l'un ou de l'autre, et que c'est au moment où les configurations se produisent que nous les ressentons. Que nous les expérimentons. Voilà, c'est ça. Que nous les ressentons, et la dimension purement individuelle n'étant pas au sens strict du ressort de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y aurait un collectif qui serait vécu, et puis maintenant, l'histoire, le conditionnement, comme pour parler comme Nicolas, le conditionnement ferait que l'individuation se ferait, mais pas forcément selon une trame qui serait astrologique. Oui, pourquoi pas. Parce que, comme vous dites autrement, effectivement, voilà, c'est un peu cette nouvelle astrologie dont moi-même je suis un des porte-paroles, en fin de compte, si vous voulez. C'est-à-dire cette astrologie nous naissons avec des facultés à capter, ce qui d'ailleurs pose un problème extrêmement délicat, c'est comment sommes-nous au courant des configurations astrales, ce qui vaut d'ailleurs aussi les travaux de Michel Vauquelin. Qu'est-ce qui fait que nous savons parce que si nous sommes sensibles à un transit, ça vous vient donc que quelque part, soit ce transit se produit à notre insu, soit quelque part nous en captons le signal. Je ne compte plus cette année, enfin depuis septembre l'année dernière, je ne compte plus les personnes du signe de la Vierge qui viennent en consultation. Elles ne savent pas qu'elles avaient Saturne qui passait dans le signe de la Vierge. Oui, c'est vrai. Et je ne les compte plus. Alors quand elles ne sont pas du signe de la Vierge, elles ont un amant Vierge, ou alors elles ont un ascendant Vierge, mais je ne les compte plus. Voilà. C'est des naissances, ça n'en finit pas. C'est tout du mois de septembre, de la fin août, voilà, ou alors c'est du 23 septembre, début octobre avec une Mercure-Vénus conjoint en Vierge. Les gens qui sont nés dans les années 64, 65, ils arrivent tous à la queue leu. Ils ont tous la conjonction Uranus-Pluton en Vierge à la naissance, opposée à Saturne dans les Poissons. Ils arrivent, évidemment, à la fameuse échéance des 43 ans de la reproduction sur Mémax. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc le thème de naissance, il est, comment dirais-je, il est un fondamental. Il est un fondamental de l'individu conscient, de l'individu différencié de la matrice, et il est un outil de mesure
du processus de croissance de son identité. Et à travers quoi ça va passer, il y a tout un ensemble d'expériences. Et les gens arrivent à la consultation ou à autre chose. Ils vont peut-être chez le thérapeute, chez le psychanalyste, chez le médecin, chez la voyante, etc. Mais bon, ceux qui m'arrivent sont marqués de manière exceptionnelle par le signe de la Vierge. Il y a quelque chose là. Et puis alors, quand c'était avec Saturne dans le Lion, la Lion je ne les comptais plus. Quand Saturne était dans le Cancer, donc vous accordez l'importance à Saturne finalement, parce que sur les deux planètes dont la cote monte beaucoup. C'est-à-dire que j'ai toujours remarqué que les personnes venaient me voir pour des questions qui étaient liées au transit de Saturne. Oui. Ou des opportunités. Saturne-Jupiter, parce qu'au fond, évidemment, dans la durée cyclique, Saturne c'est 29 ans et demi, Jupiter c'est 12 ans, alors que Mars ce n'est que 2 ans. Donc, et puis alors, bon, je ne parle pas de Vénus, du cycle zodiacal de Vénus et Mercure qui est autour de l'année, je ne parle pas de la révolution autour du Soleil, et puis le Soleil un an. Donc on arrive évidemment avec Jupiter et Saturne à ces deux géants du système solaire qui sont à l'extérieur évidemment de l'orbite de Mars, qui au fond mesurent le rythme d'évolution de la vie sociale, économique, professionnelle et donc de notre vie, parce que nous vivons dans le monde socioculturel avec les problèmes, qu'on soit sur un chemin d'individuation ou pas. De toute façon, nous sommes tous immergés dans ce monde socioculturel avec les soucis que cela représente d'un point de vue économique, professionnel, comme cela représente d'un point de vue identitaire. Donc les transits de Saturne et Jupiter sont très marquants sur les questions qui se posent à un moment donné. Absolument. Mais justement, on parlait de l'importance de la technologie, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu aussi ce développement des démocraties, si vous voulez, des systèmes parlementaires, avec toute une mécanique des élections, qui, à mon avis, ne peut pas ne pas interpeller l'astrologue, parce que finalement, l'humanité a mis en place des périodicités, des quinquennats, des septennats, tous les cas, aux États-Unis, tous les 4 ans, etc. Et tout ça, d'une certaine manière, va pourrait interférer avec le processus astrologique, si vous voulez. Ça crée des moments où l'humanité, où les sociétés se mobilisent, où elles font des élections, ça prend de plus en plus de temps. Maintenant, il y a des primaires aux États-Unis qui commencent 2 ans avant la fin du mandat, etc. On est tout le temps en élection. Et en même temps, c'est un temps qui a été structuré sur des bases totalement aléatoires, qui par exemple aux États-Unis, on peut dire que on travaille sur un truc qui a été élaboré il y a 200 ans, puisque depuis 200 ans, tous les 4 ans, il y a des élections, même quand il y a un président qui meurt, de toute façon, il n'y a pas de nouvelles élections, on prend le vice-président. Donc c'est une espèce de mécanique infernale qui a été qui est mise en place depuis très longtemps. En France, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il peut y avoir des dissolutions, des démissions, des morts, etc. Mais moi, la question que je me pose, moi, en tant qu'astrologue, c'est de savoir si ça ne vient pas, en quelque sorte, perturber la perception même des événements proprement astrologiques. Ou est-ce que vous voulez penser, ou est-ce qu'on pense qu'on peut les intégrer? C'est ça, moi, c'est une question que je vous soumets. C'est pas une question que je me suis posée déjà. Ce que j'ai, par rapport à cette question-là, ce que j'ai pu observer, c'est que il y a le rythme qu'implique la cyclicité du système solaire, que ce soit Soleil-Terre ou jusqu'à Neptune, peu importe. Et puis il y a la façon dont les hommes s'organisent ici-bas, et ça n'échappera jamais de toute façon au déterminant qui les transcende, qui est le cosmos. Oui, alors là vous êtes assez optimiste, parce que de la même façon que je crois que quelqu'un qui va être optimiste, puisque la tradition astrologique pour vous, elle s'est finalement maintenue vaille que vaille jusqu'à nos jours. Elle n'a pas forcément subi de grands bouleversements ou de grands dérapages. Et quant à ce que fait l'humanité, quoi qu'elle invente, technologiquement ou juridiquement, de toute façon, ça ne perturbe pas sensiblement l'astrologie. Pas à mon sens, non, pas tant que ça. Alors pour terminer, on a encore quelques minutes, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette expérience que nous avions vécue ensemble de radio, etc. Qu'est-ce que vous en pensez avec le recul de Gérard Sabian, de cette radio qui était à Montmartre, etc. Et qu'est-ce que vous pensez en général de ce genre de pratique? C'est d'excellents souvenirs. Déjà, vous-même, est-ce que vous me rappelez, qu'est-ce que vous faisiez vous-même dans ce contexte? J'étais à cette époque-là, j'étais
Vous veniez comme ça pour dire bonjour ou vous Non, j'ai été sollicité par Gérard Savian pour participer aux émissions. Oui. Pour être, voilà, faire partie des invités qui étaient interviewés durant l'émission. Oui, mais vous étiez assez fréquemment présent. Oui, c'était tous les dimanches. Vous étiez quasiment un DG de l'émission. Un jour, il m'a demandé d'animer une émission à sa place parce qu'il pouvait pas. Oui. Voilà, j'avais pris le relais, comme voilà. ça, c'était très amusant. Et donc, comment ça se passe? C'est une formule qui continue à exister, enfin, je ne sais pas. Genre que Marianne Dapis le font sur Radio Anguin, je ne sais pas. Enfin. Oui, sans doute, oui. Mais c'était un peu l'époque héroïque, hein. C'était les radios, comment on appelait ça, les radios libres à l'époque, hein. Les radios libres. C'était juste au lendemain de l'arrivée de Mitterrand. Ça s'appelait, voilà, c'était en 82. Oui, c'était un des grands effets de l'arrivée de Mitterrand. Oui, c'était très bien. Non, c'était... Ça s'appelait comment déjà cette radio? Fréquence Montmartre. Fréquence Montmartre. Ouais, ça s'appelait Fréquence Montmartre et l'émission s'appelait Les Enfants du Verseau. Les Enfants du Verseau. Donc, pour paraphraser le titre du livre. La conspiration de Marilyn. Voilà. Et puis, c'était très sympathique. Il y avait, on se retrouvait donc le dimanche à 22h jusqu'à minuit. Et voilà, pour débattre sur différents sujets astrologiques. Voilà. Et donc, oui, c'est comme ça qu'on s'est... C'est la seule fois qu'on s'est vu, en fait. Oui, on s'est vu quelques fois. Oui, c'est ça. À cette occasion. Oui. Je ne me souviens plus du tout ce que je disais à l'époque, comment je me... Ça m'en amenait, tout à l'heure on parlait de choses qui reviennent, maintenant je n'arrête pas. C'est amusant de se replonger 27 ans, on est presque dans un siècle, de se replonger là-dedans. Qu'est-ce que je disais à l'époque, qu'est-ce qu'on disait, quels étaient les problèmes qui se posaient. Moi je me souviens que... On va en parler un peu de tout, je ne sais plus trop. En tête, je ne sais pas, qu'est-ce qui me reviendrait. Non, je ne me souviens plus. On parlait de plein de choses, des événements du moment. Vous n'avez jamais été tenté de refaire l'expérience sur Strasbourg, par exemple? On ne l'a jamais proposé? J'ai fait quelques radios ici, à France, sur Radio Alsace, enfin France Bleu Alsace. Oui. C'est la filiale de France Inter ici. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de certains astrologues qui... Justement, j'ai rencontré quelqu'un hier que vous avez peut-être entendu parler, qui est un personnage assez particulier, qui est Rosa de Luce. Alors, on la voit dans les dernières nouvelles d'Alsace, elle se rapproche du nouveau maire. Enfin, on dirait qu'à Strasbourg, il y a une espèce de rapprochement comme cela, de relations particulières entre le monde des astrologues et le monde de la municipalité, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la médiatisation de l'astrologie, Elisabeth Tessier? Est-ce que c'est nécessaire? Enfin, c'est peut-être un mal nécessaire. C'est peut-être un mal nécessaire, mais je ne sais pas. Bon, d'abord, tout dépend qui est médiatisé, c'est toujours pareil. S'il y a une question de, comment dirais-je, il y a des gens plus ou moins opportunistes pour des questions comment dirais-je, de mise en avant de leur personnalité. Donc tout dépend. Le travail d'Elisabeth Tessier, je ne pense pas. Elle a parlé d'astrologie. Comme disait Sacha Guitry, qu'on parle de moi, même en mal, peu importe on en parle. Donc dans ce sens, c'est un mal pour un bien. Mais j'ai des doutes. D'un autre côté, c'est pas complètement absurde, M. Brunner, que l'astrologue soit en phase avec la vie politique n'est pas complètement aberrant. Mais ça, c'est du point de vue de l'application de la pratique et du travail, c'est très bien. Maintenant, du point de vue de la médiatisation, je pense que, une fois de plus, tout dépend comment c'est fait et par qui c'est fait. Oui, voilà. C'est surtout ça. Parce qu'il y a... si c'est pour faire dans le sensationnalisme, et lire n'importe quoi, bon, je sais pas, je me sens pas très concerné par ce système. Donc, pour conclure, on a l'impression que l'astrologie hésite entre plusieurs vocations, celle de discourir sur le collectif, un peu à la façon de Nostradamus, des astrologues d'antan, qui étaient des astrologues de cour, qui avaient une influence sur la société, et puis une astrologie plus en mineur, plus confidentielle, c'est le cas de le dire, puisque par définition, en astrologie mondiale, on parle d'événements que tout le monde connaît,